être le duo du CEA, d'une structure un peu particulière au CEA qui s'appelle ITZ, où il y a aussi des sciences humaines et sociales en plus, des ingénieurs, t'as cité ici. Et donc, je vous laisse la parole, vous parler de ce grand titre que vous allez découvrir. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour rester jusqu'à la fin de cette belle séminaire. Du coup, on est parti de CEA, de l'abo d'ITC. Je suis ingénieur, puis formation en économie, membre du faculté en système complexe. Il va avoir fait les collègues avec moi et les économistes. Je vais présenter un papier qui vient d'être publié en mars de cette année dans Energy Strategy Review. Et bon, les titres en anglais, mais l'option en français, je vais la lire quand même parce que il en anglais. C'est la répercussion transfrontalière géopolitique de sortie du nucléaire sur le réseau électrique européen, précité économique et environnemental, la communication énergie stratégique. Ce papier, on l'a fait avec 5 personnes, dont Larsen Cordier, Yves Charnesson, qui est directeur au CETU, ma coautrice, Léon, ex-collègue. Donc, on va diviser cette présentation en 4 parties. D'abord, les contextes et la motivation qui nous amènent à faire cette étude. Ensuite, on va parler sur la littérature et l'approche méthodologique qu'on a choisie. Finalement, on va parler largement sur le résultat et finalement, on va donner notre conclusion et les implications politiques. Sous les contextes et motivations. Donc, en Europe, le choix de mix appartient à un pays. Mais ce choix de mix, est-ce qu'il peut avoir des conséquences européennes, vu qu'on a un marché d'électricité interconnecté? Notamment, l'arrêt nucléaire, est-ce qu'il faut avoir un parc sur la transition énergétique? Ce sont des questions qui nous ont amenés à faire cette étude. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on connaisse tous, je pense, que le rôle de l'électricité ici à l'avenir va être majeur. L'électricité, c'est un levier majeur pour la décarbonisation et la lutte contre le changement climatique. Il y aura beaucoup d'électrification de sous-usages finaux dans les différents secteurs de l'économie, dans l'industrie, avec des processus qui vont être électrifiés. Dans le secteur du transport, avec le développement des véhicules électriques. Dans le secteur résidentiel, avec le pompe à chaleur. Et on sait que l'énergie nucléaire, c'est une énergie tout d'abord pilotable et ensuite bas carbone. Alors qu'on sait que les coussins renouvelables qui sont bien bas carbone, mais ils sont intermittents. Néanmoins, il y a eu des pays qui, à cause d'un événement exogène comme l'accident à Fukushima, et sont décidés de sortir du nucléaire prématurément. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. En parallèle, on sait que l'élévation du marché, ça permet l'unification des différents marchés électriques. Et ça entraîne des externalités positives, ce qu'on appelle l'économie, parce que les dispatching optimales d'un pays, via les interconnexions, ils impactent sur les dispatching optimales d'autres pays. Du coup, il a en effet ce qu'on appelle dans la littérature les effets transfrontaliers, ou cross-border effect. Et ce choix national optimal dispatching qui se dérive d'un choix optimal du mix, il peut être impacté par les événements exogènes. Comme j'ai déjà dit dans le cas de Fukushima, mais aussi récemment, bon, pas trop récemment, parce que ce papier, on l'a fait à l'époque dans lequel on a suivi les impacts et l'invasion de la Russie vers l'Ukraine. Et ça fait monter le prix de l'électricité. Donc, dans quel impact un choix national peut avoir des effets sur... bon, dans quel impact cette initiative nationale peut avoir un impact sur le dispatching optimal et sur la lutte contre le changement climatique. Et alors, on a vu déjà certains événements qui sont passés à cause de cette événement exogène. Quand j'ai cité tout à l'heure le gouvernement, le gouvernement allemand a décidé de repousser l'arrêt des centrales nucléaires pendant 3 mois. Et le gouvernement belge, il a décidé de repousser la fermeture des 2 réacteurs pendant 10 ans. D'autant plus aujourd'hui, le gouvernement belge est en train de négociations avec l'exploitant d'Engie pour le rachat des 5 réacteurs. Littérature, méthodologie, hop. Donc moi, je vais parler un peu sur la littérature qu'on a fait, la revue des littératures qu'on a faite. D'abord, on s'est posé la question de qu'est-ce qui a été fait au niveau de la littérature en étude, de la mesure de l'effet de la fermeture nucléaire en Allemagne et en Belgique au sein de l'Union européenne ou de l'Europe, du système interconnecté. Donc, bon, ça, une première chose, on s'est focalisé sur ces effets au sein du système. Et
on a trouvé que la plupart de la littérature s'est concentrée sur les effets nationaux, donc qu'est-ce qui se passe en Allemagne et qu'est-ce qui se passe en Belgique, mais en Belgique même et en Allemagne même, au sein du réseau électrique. Donc, les sujets, c'est souvent les mêmes, donc impact économique, les importations, les CO2, etc. Il y en a qui regardent aussi l'investissement dans des nouvelles technologies pour approvisionner en électricité ce qu'on a enlevé en nucléaire. Et l'analyse sur les renouvelables. Donc, il y a quelques études qui étudient donc les restes du système interconnecté en Europe, dont un qui, ça fait un moment, il utilise un MILF pour étudier les réseaux interconnectés européens, sauf qu'il se concentre sur les pays qui sont voisins de l'Allemagne. Donc, toutes les études qui ont été faites sur les réseaux partent uniquement de phase-out, de la sortie du nucléaire en Allemagne. Aucun sur la Belgique. Deux autres papiers qui étudient plutôt comment ça va affecter les prix en termes de volatilité. Donc, c'est des tests statistiques et de l'économétrie qui est utilisée pour ce type d'études. Et enfin, en 2024, il y a un papier qui est sorti assez proche, mais qui se concentre sur les effets nationaux et européens, mais uniquement sur le premier semestre 2023. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que nous, on y a rajouté à la littérature? Donc, premièrement, on utilise un Unit Commitment and Economic Dispatch Model. Mon collègue va vous expliquer tout de suite ce que c'est. Et ensuite, on a les détails des 36 pays européens avec leurs capacités et les interconnexions entre pays. Plus, on a ajouté 34 années climatiques pour voir l'effet des différents types de climats, car, comme on le sait bien, les renouvelables dépendent de ces climats. Pour voir l'effet qu'il peut avoir en fonction de type de climat qu'il y a. Donc, alors, notamment dans l'image de ce qu'il dit la littérature, on a aussi développé un modèle. On a développé ce modèle ensemble de l'ITC, ça s'appelle ISMOD. Ça tient pour modèle du système électrique européen. Comme on voulait dire quel impact qu'il peut avoir ces choix nationaux sur les restes des pays, on a décidé de modéliser les 53 zones de marché, où sont faits les enchères. Ces 53 zones de marché, si on les constitue ensemble, font les 37 pays. Il y a certains pays qui sont divisés en plus de zones de marché. C'est le marché qui fait comme ça, c'est pas nous qui l'ont décidé. Et dans le modèle, les centrants les plus importants, ils sont d'abord des séries temporelles, qui ça va reproduire la capacité de production des énergies renouvelables. Ça va reproduire aussi la capacité des lots qu'on dispose en fonction de l'optimisation hydraulique. Et ça, c'est lié aussi à la même demande, parce que la demande, ça dépend aussi de la météo et ça dépend aussi où il est situé. Ces séries temporelles sont à part, rien. Ensuite, pour ce qui reste de tout ce qui est dispatchable, nucléaire et moyens fossiles, et mobilisé à travers des paramètres techniques économiques. Quand on parle des cas économiques, on parle d'un coût d'initiation et un coût de fonctionnement, ou variable. Et on parle aussi de données techniques que sont les taux minimaux de fonctionnement, les taux minimaux d'arrêt, parce qu'il y a certains moyens pilotables qui sont moins flexibles que d'autres, par exemple, une centrale à gaz versus une centrale nucléaire, et aussi un temps en puissance minimale de fonctionnement. On a modélisé aussi dans le modèle des arrêts fortuits et des arrêts programmés, pour tout ce qui est de moyens pilotables. Et pour les échanges, on a une approche qui est basée sur les capacités de transfert. C'était modéliser les systèmes électriques européens comme une plaque d'équilibre, dans lesquels on prend en compte les problèmes liés à des équations liées à l'échange des électrons, comme on s'en fait avec le power flow. Comme ma collègue a déjà dit, c'est ce qu'on fait dans notre modèle, c'est la minimisation des coûts. Du coup, on peut dire qu'on est proche d'un dispatching optimal d'un point de vue d'un opérateur central. C'est un lien comme le modèle parce qu'on peut dire quelle centrale vont être allumées ou pas. Et les échanges sont via une approche économique, via une capacité de transfert.
les données viennent presque tous sur un rapport qui se fait par les groupes de Lançoé, qui sont les ingénieurs de réseau de toute l'Europe, qui s'appelle ERA. Notre modèle est basé sur l'ERA 2022. Et ça date un peu par rapport au 2026, mais cette idée de papier, c'est construit depuis l'époque. Donc, on travaille encore dans la mise à jour de notre modèle. Et les coûts marginaux, les flux de CO2, il est utilisé de façon exogène, il est ajouté à notre coût marginal. Les principales sorties de notre modèle sont, comme on déjà dit, du coût d'opération, du coût de dispatching optimal de chaque son des marchés. Il a des indicateurs d'adéquacy pour savoir quelle quantité de sorts à l'année on n'est pas fourni d'électricité. On a les dispatching, les optimales et les émissions de CO2 calculées de façon comptable. Et évidemment, les échanges entre les différents sons de marché et oui. Donc, c'est quoi l'histoire que moi vous raconter? Donc, pour les scénarios, on se répète un peu, mais en Allemagne et en Belgique, on a décidé depuis plus de 10 ans de fermer les centrales nucléaires et d'arriver à un égal à zéro des productions électriques nucléaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive à 2022 et il s'avère que c'était l'année où tous les nucléaires allaient sortir et c'était l'année où on est arrivé à la crise énergétique du fait de la guerre russo-ukrainienne, ou comme vous voulez l'appeler. Donc, notre modèle, c'est à l'horizon 2030. Et ce qu'on a voulu faire, donc, avec l'inspiration de ces deux événements qui viennent en même temps, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'abord, on avait 3 scénarios. Là, je vous présente d'abord ces deux. Donc, on a ces 2 scénarios principaux, que c'est full closure, dans lesquels on fait comme s'il n'y a pas eu de guerre et tous les 2 pays ont décidé d'aller jusqu'au bout de la fermeture des réacteurs. Donc, on a 0 gigas de production électrique nucléaire ou de capacité nucléaire installées en Belgique et 0 en Allemagne. Et puis, on a un nuclear extension dans lequel on fait l'hypothèse que les 2 pays décident donc de ne pas fermer leurs 4 derniers réacteurs. Donc, ils sont chaque 4 gigas de nucléaire, de capacité nucléaire disponibles pour la production électrique. On avait un scénario intermédiaire dans lequel donc on s'est inspiré de la réaction de la Belgique par rapport à la crise. Donc, ils ont décidé donc de prolonger, comme mon collègue l'a bien expliqué. Mais on a décidé de ne pas l'inclure dans cette présentation car l'effet, il est proportionnel à l'effet du scénario le plus extrême. Donc, les résultats sont plus voyants si on compare les scénarios les plus extrêmes. Et puis ici, on a c'est un petit tableau qui recueille les hypothèses qu'on a utilisées par rapport au coût du combustible et au coût marginal nucléaire, gaz, carbone. Et comme m'expliquait avant, les prix du CO2, c'est exogène, donc voici, il est fixé à 100 € la tonne de CO2. Ah oui, et pardon, j'ai oublié de dire, je l'avais déjà dit, on utilise 34 années climatiques pour introduire la variation climatique. Et les résultats qu'on va vous présenter, c'est la moyenne. Et après, on verra comment ces années climatiques jouent pour le même support. Donc, la troisième partie, c'est les résultats. Tout d'abord, on va partir sur ce qu'on a fait dans la littérature, c'est juste analyser un peu l'impact qu'il a sur les pays. Et on va juste un petit rappel, comme on a dit tout à l'heure, on a fait la comparaison entre tous ces scénarios. Ouais, les scénarios avec plus de nucléaire, c'est les scénarios nucléaire X, 4 gigas par chaque pays, et les scénarios de base et standard où il n'y a pas de prolongation des réacteurs. Donc, pour chaque pays, qu'est-ce qui est passé? Ça, c'est la différence entre chaque technologie, entre l'énergie, entre le dispatch optimal de chaque scénario. Évidemment, pour la Belgique et l'Allemagne, on voit plus de production nucléaire. C'est ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est l'impact qu'il y a sur le mix et sur les voisins, qu'est-ce qu'on peut dire entre les 5 forts et un fort. Donc, sur les mix, c'est pas surprenant que tu as moins de gaz parce que les gaz, ça coûte plus cher. Et pour l'Allemagne, il y a un petit peu moins de oil et de charbon. De toute façon, ça ne se produit pas trop parce que ça vient qu'on
centrale juste de dernier recours. Mais comme je disais tout à l'heure, il a un changement qui est intéressant, il est surprenant sur les importations. Ça veut dire que la Belgique et l'Allemagne pour importer moins de ces boissons, ils sont plus et avoir plus pour exporter. Donc, pour analyser, ce qu'on a fait en premier temps, c'est de regarder les boissons et analyser les mix de boissons. On s'est rendu compte que ça, il a un impact sur les autres boissons et ainsi de suite. Donc, on a essayé d'avoir une approche plus holistique. Pour analyser, on a décidé de construire 12 indicateurs et c'est basé sur QSO2. Un qui est simple, qui c'est juste la différence d'émissions, qui ça permet de voir un peu indirectement c'est quoi le central qui sont codés ou pas. Et l'autre, c'est pour un indicateur économique, c'est un peu plus technique. On a plus développé en plus de méthodes économiques et simple. Pour l'indicateur des émissions, on voit qu'en général, les émissions de toute l'Europe conversées autour de 16 millions de tonnes. Il a un impact sur les pays, parce qu'on a vu un impact, il a moins de gaz que ses produits, que c'est normal, de 9,18 millions de tonnes. Mais et sur le reste de l'Europe, que ça appelle l'effet transfrontalier des émissions, de 7,27. C'est ce qui est étonnant, c'est que l'ajout de presque jusqu'à 4 gigas par chaque pays, ce n'est pas un ajout majeur, et tout cet ajout, presque la moitié de l'impact transfrontalier. Du coup, il a un impact qui se répand par tout l'Europe. Comment est-ce que ça répand? On va les regarder après. Donc, on a construit cette figure un peu dense. J'ai mis un peu de temps pour l'expliquer. D'abord, on sait que, c'est ce qu'on attend, c'est ce que les impacts de cet ajout nucléaire se répandent plutôt dans ce pays voisin. Donc, on a créé dans l'espace 6 un indicateur qui s'appelle distance. Et on a utilisé juste une optimisation d'algorithme de distance, des chemins plus courts, pour simuler un peu le voyage d'un électron. Donc, pour dire que la Malte, que c'était un pays qui est plutôt voilà, qui est loin de la Belgique et l'Allemagne, il est loin de la Belgique et l'Allemagne, donc ça veut dire que dans notre indicateur de distance, il sera très loin. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et ainsi de suite, on a mis chaque nœud de son cher en fonction de la distance qu'il a avec la Belgique et l'Allemagne. C'est ce qui est étonnant, parce que si on attendait en premier ordre, c'est que l'impact de la géo nucléaire, il devait être plutôt proportionnel à quel point de distance, à quel point il se trouve loin de l'Allemagne. Mais pour regarder ici, qui n'a pas une ligne droite, du coup, il a un impact qui n'est pas uniforme. En premier ordre, on peut dire que plus loin tu es, moins tu es impacté. Néanmoins, il a tout un ensemble de points qui sont presque aussi loin l'un que l'autre de la Belgique et l'Allemagne, mais ils sont impactés différemment. Donc, pour regarder comment est-ce qu'on est impacté, on a introduit des 3 variables supplémentaires. On a dit d'abord si le pays il est en économie forte ou il est en demande forte, et du coup ça c'est la taille du point. Un point qui est plus grand, ça veut dire que c'est un pays qui a plus une économie plus forte ou une demande plus forte. Par exemple, le cas de la France, il a aussi comparable que la Belgique et l'Allemagne. Après, on a dit c'est quoi les bilans commerciaux de ces pays, s'il était un importateur net ou un exportateur net. Et là, on a dit que les pays qui sont en bleu sont des pays qui sont exportateurs nets. C'est ça la France, le UK, l'Autriche, la Danemark. Et les pays qui sont des importateurs nets sont des pays qui sont en rouge. Ensuite, on a regardé les mix de chaque pays. L'intensité des couleurs de chaque point et la quantité de mix carboné qu'il y a à chaque pays. Par exemple, la Pologne, qui a un mix avec beaucoup de charbon, on voit que c'est un pays qui est plutôt noir. Par rapport à la Norvège, qui est là, c'est un pays qui est plutôt blanc parce qu'il est prêt à carboniser. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Quand on analyse, on voit que les pays qui sont plutôt décarbonisés, comme la Norvège, la Suède, le Portugal, n'ont pas un impact fort sur leur mix. Par contre, les pays qui sont carbonés, comme la Pologne et l'Italie, ils ont un impact qui est assez intéressant et assez fort. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire qu'il y a un pays qui a une prolongation nucléaire en Belgique, en Allemagne, pour aller avoir un impact considérable en termes d'émissions de CO2 jusqu'à l'Italie. Donc, tout le système va se raccommoder de façon optimale et l'électron va voyager jusqu'à l'Italie. Ou la Pologne. La Pologne est possible aussi parce que c'est à côté de l'Allemagne. C'est ce qu'on peut voir aussi qu'il y a certains pays qui sont très sensibles, que c'est le cas des Pays-Bas. Et ça nous amène à quoi? Ça veut dire que
pourquoi il y a tellement de diminutions des CO2 en Pays-Bas, aux Pays-Bas, pardon, c'est parce que les Pays-Bas, peut-être, ils exportent l'énergie vers l'Allemagne. Et quand l'Allemagne n'a pas plus de besoin d'énergie, les Pays-Bas, ils n'ont pas plus ont besoin de faire tourner les centrales à gaz ou à charbon. À gaz, pardon, parce qu'il y a charbon aussi. Mais il y a tout un bout des pays ici qui sont un peu plutôt loin, qui on ne sait pas si sont impactés ou pas. Parce qu'on peut regarder qu'il y a quand même sont des petits points, du coup, ne sont pas des économies fortes, ne sont pas beaucoup de monde, mais quand même, il a une sorte d'impact qui n'est pas clair. Donc, pour cela, c'est ce qu'on a fait, on a fait notre indicateur des différences de CO2 et on l'a divisé par des valeurs standards. Du coup, on a trouvé une chose relative. C'est ça. Et ce que j'ai regardé là, c'est que, en effet, les pays qui sont plutôt loin, en relative, et plutôt d'économies qui sont plutôt faibles pour des petits pays parce que la demande est faible, ils sont aussi impactés que les pays qui sont plutôt proches, il y a des économies qui sont plutôt plus grandes. Donc, une prolongation de l'acteur nucléaire en Belgique et en Allemagne, ça amène à un espace optimal en Europe et on peut regarder que c'est ce qui se passe en Allemagne et en Belgique, ça répond à cause de l'Europe. Et tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à notre côté initial, de que une possible solution pour éviter cet effet transfrontalier plutôt négatif ou positif, il faut avoir plus de coordination politique. C'est ce qu'on va avoir des effets complémentaires avec l'indicateur économique. Donc, moi, je vais vous expliquer le total surplus. Donc, on a fait du coup la somme de ce qu'on appelle la congestion rent surplus, les produits sur surplus et les consommateurs surplus. Je vais vous expliquer ce que c'est chaque, comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Donc, tout est résumé ici. Normalement, l'énergie va d'un pays où l'énergie est moins chère vers un pays où l'énergie est plus chère. Donc, si c'est le contraire, c'est un peu moins logique. Donc, disons, ça c'est les pays importateurs, ça c'est les pays exportateurs, et ça c'est la quantité demandée du pays importateur et le pays exportateur à cette quantité pour exporter. Donc, on est là, donc les prix, disons, convergent. On est là avec une quantité demandée. On est à l'équilibre. Le problème, c'est que nous, on est contraint par une capacité d'interconnexion. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand la quantité demandée est plus grande que la capacité qu'on a d'interconnexion, eh ben, il y a une différence de prix. Donc, les congestions surplus, c'est la variation entre les prix qui est payé, qui les consommateurs payent, moins les prix exportateurs, fois la quantité échangée. Donc, c'est cet espace-là. Je vais garder ces graphiques pour expliquer les consommateurs surplus aussi, même si dans notre modèle, la demande est inélastique, donc complètement verticale. Ça me sert quand même de support pour vous expliquer ce que c'est les consommateurs surplus. Donc, les consommateurs surplus, c'est la quantité auquel le consommateur est prêt à payer et les prix qu'il paye. Donc, on peut dire que c'est ce qui arrive. Les producteurs surplus, donc c'est les prix marginaux, moins les prix, la total revenue moins les marginal cost, les coûts marginaux, fois la quantité produite. Donc, ces carrés-là. Qu'on est en train d'analyser ces carrés-là, sachant que notre consommateur surplus et notre producteur surplus peut être ou négatif ou positif. Donc, si on garde ça en tête, la somme de ces trois indicateurs nous donne donc la somme, les total surplus, qui est donc l'indicateur qu'on est en train d'utiliser pour ces résultats-là. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? On a un effet direct des gains en total surplus en Belgique et en Allemagne de 3 milliards. Les cross-border effects, donc on a des gagnants et des perdants. Il y a des pays qui gagnent en argent à travers le consumer, producer en congestion surplus. Et on a ceux qui perdent.
en total, on voit qu'il y a une diminution de ces surplus par 59 millions. Il y a quand même des gagnants, mais on a plus de perdants en termes d'euros, pas forcément des pays. Mais en total, si on fait la somme de tout, les systèmes total, si on inclut l'effet direct et indirect, donc on a un gain de 3 milliards. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut comprendre ça? Donc je reviens, on a les mêmes axes de distance, comme mon collègue a expliqué, c'est la distance par rapport à la capacité d'interconnexion. Et bon, encore une fois, plus on est loin, moins on est impacté. Qu'est-ce qu'on voit? Il a déjà expliqué du fait qu'on est interconnecté, 1 giga de plus dans un pays impacte en effet d'autres pays et leur dispatch optimal. Donc, il y en a qui arrivent à diminuer leurs émissions, mais qui sont en train d'augmenter ou de perdre en surplus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit que les pays qui sont moins carbonés et qui sont exportateurs sont les plus perdants, tels que la France. On a beaucoup de nucléaire, donc on est en train d'exporter moins. Les produits sur surplus, la perte du produit sur surplus est plus grande que les gains du consommateur. Pour les pays importateurs, on voit effectivement qu'ils sont en gain, sont en train d'apporter de l'électricité moins chère. Donc, les consommateurs surplus est plus grand donc que les producteurs surplus en perte. Et il y a des pays qui sont soit beaucoup plus longs, soit qui sont protégés du fait que leur mix est déjà décarboné et qui ne sont pas forcément des importateurs. Donc, ils ne sont pas forcément très impactés. Et en total, on répète, on a un gain de 3 milliards, pardon, ouais, 3 milliards de total surplus total européen. Donc, pour illustrer cet effet dans une image, on a décidé d'introduire dans les axes, la SAP 6, des variations dans les indicateurs économiques et dans les ordonnées, nos variations des indicateurs de CO2 en absolu. Oui. Donc, et aussi pour voir l'effet des années climatiques, parce que là, c'est une année qui sont plutôt humides, ils sont plutôt sèches, on a présenté chaque modélisation individuelle par des points. Évidemment, il y a différentes figures de points pour différencier un clustering qu'on a réalisé. Donc, chaque point représente un résultat d'année climatique. Et on a utilisé une méthode de cluster, des cas moyennes méthodes, pour identifier différents types d'effets et faire en sorte de différents types de comportements. Donc, on peut voir par exemple les pays noirs, qu'on appelle les pays de en critical trade-off, par exemple la France, qui, peu importe l'année climatique, il va toujours perdre l'argent, parce qu'il va se passer aux années collées. La France, son produit surplus, la perte d'un produit surplus sera toujours plus grand que la gain en consommant le surplus. Donc, voilà, d'autres types de pays, qui c'est la plupart des cas, c'est les Pays-Bas, où on voit qu'il ne va juste pas réduire ses émissions de CO2, sinon il est possible à gagner de l'argent. Et ainsi de suite, la méthode nous donne ce type de pays. Et on a regardé aussi c'est quoi la sensibilité aux années climatiques. Et donc, ce graphe-là nous montre la fréquence de chaque point, comment chaque pays, chaque résultat de chaque pays appartiennent à un cluster. Et on peut regarder que les pays qui s'évaluent entre différents clusters et plutôt la Norvège. Et ça, bien à cause grâce que la Norvège est un pays qui est décarboné et qui va se beaucoup sur les eaux. Donc, dans certains cas, où quand il a beaucoup d'eau, et il est plutôt dans un plus positif, mais quand il n'a pas autant d'eau, il est plutôt dans un cas négatif. Il se concentre pour regarder que les villes qui sont beaucoup d'eau, ils sont sensibles à quelle année climatique qui va passer. Donc, les conclusions. Ok, pour conclure. D'abord, on sait qu'un changement de mix en Belgique et en Allemagne, du coup, les décisions nationales d'un pays, peut impacter le reste du pays.
il a un impact qui est direct, il a un impact qui est indirect. On sait que l'impact indirect, qui est ce que dans la littérature, les impacts transfrontaliers, les cross-border effects, n'est pas négligeable. Pour comprendre bien, on a introduit 3 indicateurs en nouveau, la condition nette de la balance commerciale, la taille du pays en fonction de la quantité d'électricité et la composition du mix. On sait que la variation des total surplus peut impacter la compétitivité du marché des pays, peut impacter l'efficacité de la transition énergétique et la sécurité d'approvisionnement. On a utilisé 34 années climatiques, on a identifié 7 clusters. On a vu que les pays qui sont beaucoup d'hydro sont sensibles à l'année climatique. Finalement, on peut voir qu'une politique nationale qui n'est pas impactée par un événement exogène comme la guerre de l'Ukraine, potentiellement la guerre qui passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, a un impact plus loin de ce qui compète parce qu'il impacte sur les autres pays, via que le système il est fortement interconnecté. Et ça met en évidence l'importance d'une politique européenne plus coordonnée. Et la résilience, l'impact politique, on ne dit que dire en conclusion, la force et la résilience d'une politique européenne interconnectée dépend de ses conditions stratégiques. Ça va permettre d'avoir moins de vulnérabilité, ça peut accélérer la transition énergétique et notamment pour réduire les coûts. Et des politiques pas coordonnées, ça faut avoir des dégâts ou des influences et risques, ça peut avoir une efficience économique, plus d'émissions. Et du coup, on a fini notre présentation avec ces 2 phrases, et que c'est que pour avoir une politique énergétique européenne soutenable, il faut avoir de la coordination. Et ça, c'est pas juste souhaitable, sinon c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire quand même de dire la limitation de nos études. Tu peux passer la seconde. Oui, on l'a dit au tout début. On l'a pas dit d'ailleurs. On n'est pas en train de faire des prédictions, effectivement, c'est juste des trends à terme dans lesquels on peut voir les tendances si on fait des politiques, comment ça peut influencer. Donc on n'est pas du tout dans la prédiction de ce qui va se passer, ce qui peut se passer. On est dans des tendances. Il a dit, on est dans un modèle copper plate, donc on fait la division des nœuds par pays, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du pays, de nous. Je ne sais pas s'il y a de la congestion ou pas, on ne sait pas. On a les émissions carbone qui sont exogènes. Pour perspective, on a envie de faire le modèle à 2050, tenant compte aussi d'une planification et une expansion, un modèle expansion pour la planification. Et enfin, inclure, mais ça c'est plus toi qui travailles sur ça, une certitude. Oui, on va voir. On a des hypothèses sur laquelle on base pour faire un modèle d'expansion, du coup, parce que dans le modèle, c'est une commune dispatch modèle, on a un mix donné, on a parti des hypothèses de mix donné. Et ce qu'on va regarder, c'est comment l'impact sur les SE, parce qu'on avait tout à l'heure, parce qu'on n'est pas au niveau de la fourchette, pour avoir un impact de l'incertitude, parce qu'on ne connaît pas qu'il y a les coûts de demande des nucléaires, des renouvelables, des hydrogènes ou des autres moyens avancés. Et comment cette incertitude, ça peut se propager aussi en fonction de comment se propage le CO2 et les total surplus. Ce qu'on appelle la propagation via les décisions nationales, via les autres pays, via travers les centres commerciaux. Et ça, c'est pour merci. Si, c'était quelques questions avant qu'on passe au débat final. Questions factuelles. C'est simple, mais si c'est pour le débat. Dans le grand de la rentabilité avec les X3, Ouais. L'impression qu'il y a une hypothèse, Vestos, qui fait d'abord des verticales et jamais obliques, il y a un truc qui est built-in. Et concernant la raison de CO2, Ouais, pas le petit, là, c'est vrai, on descend de temps en temps au moins des nuages de petits pas, et horizontal par vertical, les étoiles. Eh bien, alors, ça vient parce que c'est pas un phénomène statistique, c'est ce qu'on prend à mesurer. Ça vient des résultats du modèle d'optimisation économique
Et donc ça vient par ces conditions de départ. Autrement dit, le mix de la France, il a ses particules en euros, parce qu'il a beaucoup de nucléaire. Et c'est pour ça que si on enlève la France, qui est à disons, conditions de départ assez particulières, on peut aller là de beaucoup plus de variabilité par les échelles de XY. Mais bon, enfin, de changer de changer de CO2 et d'avoir aucun effet sur l'autre c'est... Alors, les CO2, alors le CO2, c'est autre chose aussi. Notamment, on ajoute plus de nucléaire dans notre expérience. Et le nucléaire est bas carbone. Donc, on pouvait regarder que ce qu'on appelle en décision non réglée en économie, ça va toujours diminuer le CO2 de tous les systèmes. Ce qui est plus concentré, c'est comment se va réduire et sur quel pays et de quelle façon. Grosso modo, on peut dire que le CO2 va tout à fait tout le temps réduire, sauf exceptions qui sont petites là, ils sont un peu les effets bord du modèle. Et on peut voir aussi qu'il a la variabilité par rapport à comment il se distribuer ces changements optimal. Bon. Cette matière de discussion à voir. On va peut-être commencer la discussion avec les 3 orateurs. Merci encore et d'être